Monsieur, chers internautes, bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Aujourd'hui, notre invité est l'auteur de l'ouvrage « Finances et comptabilité des collectivités territoriales au Sénégal ». Cheikh Ndiaye est auteur de cet ouvrage-là, mais il est également coordonnateur de la Direction générale du Trésor du Sénégal. Monsieur Ndiaye, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, M. Top. Un plaisir de m'entretenir avec vous de l'ouvrage Finances et comptabilité des collectivités territoriales au Sénégal. Un ouvrage technique, quand on parle de finances et de comptabilité, surtout dans les collectivités territoriales au Sénégal, souvent il y a problème parce que les acteurs majeurs ne comprennent souvent pas l'élucidation des concepts. Veuillez nous expliquer ce que c'est que les termes comme recettes budgétaires, dépenses budgétaires et réduction des comptes. Merci beaucoup. Donc technique peut-être, parce que c'est ça qui justifie quand même aussi cet ouvrage-là, parce que c'est un domaine, comme vous l'avez bien précisé, qui n'est pas très bien maîtrisé par les différents acteurs. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que également ces acteurs-là ne sont pas toujours formés au métier qu'ils sont appelés à assumer, à assurer. Vous êtes maire, vous n'avez pas peut-être la formation nécessaire. Vous êtes agent de collectivité territoriale, vous n'avez pas peut-être également la formation nécessaire pour pouvoir appréhender toutes les questions que soulève la gestion financière et comptable des collectivités territoriales. Vous l'avez bien dit, c'est des termes assez techniques, recettes budgétaires, gestion budgétaire, réduction des comptes. Mais tous ces termes-là renvoient à une seule réalité, c'est le budget des collectivités territoriales. Le budget des collectivités territoriales qui est l'acte par lequel sont prévues l'ensemble des recettes budgétaires, mais également l'ensemble des dépenses budgétaires. Autrement dit, ce sont les ressources dont dispose la collectivité territoriale, mais également les emplois qui sont faits du moins de ces ressources-là. C'est ça l'exécution du budget. On reçoit, on emploie. Tout ça maintenant est retracé à travers un budget, qui est un acte avec un certain formalisme. Tout ça également est régi, l'exécution de tout ça est régi également par des règles. Ce sont les procédures. Pour exécuter une dépense, il y a des procédures. Pour également exécuter une dépense, il y a un formalisme et des procédures à respecter. Et en fin de compte, comme c'est des deniers publics également, il faut nécessairement qu'on puisse rendre compte. C'est toute la problématique et tout l'intérêt également de la reddition des comptes. Le contrôle du budget des collectivités territoriales qui se fait en amont et en aval, qui se fait au niveau de la préparation, de l'élaboration du budget, qui se fait au niveau de l'exécution, mais qui se fait également après exécution avec le compte administratif et le compte de gestion. Parce qu'il faut également le préciser, la Cour des comptes intervient en aval de l'exécution du budget, en exerçant un contrôle aussi bien sur la comptabilité de l'ordonnateur, c'est-à-dire le maire ou le président du conseil départemental, mais également sur la comptabilité et la gestion du comptable public qui est le receveur et qui doit présenter le compte de gestion. Quant au maire, au président du conseil départemental, il présente un compte administratif auprès de la Cour des comptes, lequel compte administratif doit être approuvé, voté par le conseil municipal avant sa transmission à la Cour des comptes. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire un tel ouvrage? Qu'est-ce qui m'a motivé? Je crois que c'est dans un premier temps un amour que j'ai pour la gestion des collectivités territoriales. Paradoxalement, peut-être beaucoup de gens ne le connaissent pas, ne le savent pas du moins, mais je suis un juriste privatiste de formation. J'ai fait le droit des affaires. Mais depuis l'université, j'avais quand même une certaine faiblesse, je dirais, pour la décentralisation qu'on a eu à avoir comme matière en deuxième année. C'était au tout début de la mise en œuvre de l'acte 2 de la décentralisation, je dirais même de ce qu'on appelle la régionalisation. La réforme de 1996 avec la régionalisation. On l'a eu en droit administratif et c'est une matière que j'ai été amené à aimer. Ce qui fait que
après l'université et quand je suis allé à l'École nationale d'administration, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup fait de recherches, j'ai fait beaucoup de recherches sur la décentralisation et sur les finances locales. D'ailleurs, j'ai écrit mon mémoire de sortie de l'école sur cette problématique-là, les relations financières entre l'État et les collectivités territoriales, enjeux et perspectives. Vous voyez, donc quand je suis sorti de l'école aussi, dans ma profession d'inspecteur du Trésor, vraiment les collectivités territoriales ont occupé une place importante, ce qui a valu même que je fasse encore un DEA de décentralisation à l'université Gaston Berger, un DSS en politique économique internationale, politique action internationale des collectivités territoriales. J'ai eu à donner des cours partout, à l'université, à l'ENA, dans des instituts de formation. Et quand j'ai capitalisé quand même plus d'une dizaine d'années dans la pratique des collectivités territoriales, au niveau, à différents niveaux, au niveau départemental, au niveau régional, mais également au niveau central. J'ai suivi beaucoup de programmes d'appui à la décentralisation. J'ai fait beaucoup de recherches. Je me suis dit, c'est un domaine qui n'est pas très bien maîtrisé par les acteurs. C'est un domaine sur lequel il n'y a pas beaucoup d'écrits. Et même s'il y a des écrits, c'est parfois des écrits qui ne vont pas dans la profondeur. Je me suis dit, il faut que j'écrive quelque chose. Et j'ai commencé à écrire, à écrire. Et en fin de compte, j'ai pu rassembler un ensemble quand même de procédures, un ensemble de données sur les collectivités territoriales qui ont fait qu'aujourd'hui j'ai publié ce livre-là que je considère plus comme un manuel de procédure. C'est un manuel de procédure, c'est finance peut-être, mais j'ai voulu que ça soit très pratique. Et je peux considérer comme même que c'est plus un manuel de procédure qu'un livre plus pratique. Justement, chez nous, nous avons constaté qu'avec l'octroi de la décentralisation, surtout, il y a la question de la mobilisation des recettes et leur exécution pose souvent problème, notamment dénoncée souvent par les élus locaux. Quel est le vrai problème avec la question de la décentralisation? Cela pose plus un problème de capacité des collectivités territoriales. Pas à mobiliser seulement des ressources, mais à répondre sur la base de leurs moyens aux attentes multiformes des populations. Parce que ce n'est pas seulement un problème de mobilisation. Un problème de mobilisation, c'est lorsque la ressource existe et qu'il faille développer un ensemble de procédures, un ensemble de stratégies pour les faire rentrer dans le patrimoine de la collectivité territoriale. Mais si cette ressource-là n'existe pas, est-ce qu'on peut la mobiliser? Non. C'est là la problématique. C'est la problématique de l'autonomie financière des collectivités territoriales. Est-ce que les collectivités locales sénégalaises sont assez viables, assez fortes pour pouvoir mobiliser assez de ressources qui leur permettent de subvenir efficacement à toutes les dépenses que nécessite la mise en œuvre de leur plan de développement? Ça pose un problème d'autonomie financière. Mais ça pose également un problème, je le dis toujours, peut-être je ne suis pas toujours entendu, de la qualité de la dépense publique. Pourquoi les gens, chaque fois, proclament que les collectivités locales ont des problèmes? Les collectivités locales territoriales ont des problèmes pour faire quoi? Pour répondre à quoi? Et pour exécuter quel type de dépenses? Est-ce que ce sont des dépenses productives? Est-ce que ce sont des dépenses de développement? Est-ce que c'est des dépenses prioritaires? Ça, c'est un véritable débat. Moi, je considère que le problème des difficultés financières des collectivités territoriales, le problème de l'autonomie financière des collectivités territoriales doit être posé avec froideur, sans parti pris, pour qu'ensemble nous puissions définir des ratios qui déterminent la viabilité et non d'une collectivité territoriale. Effectivement, il y a des collectivités territoriales qui ne sont pas viables. Si celles-ci ne sont pas viables, quelle doit être la conséquence? Est-ce qu'on doit continuer à laisser celles-ci évoluer avec des gaps qui ne leur permettent pas de répondre efficacement au pourquoi elles ont été mises en place? Il y a des difficultés, le tissu économique n'est pas très large, permettant à tout le monde de pouvoir émarger sur les prélèvements, c'est-à-dire les impôts et les taxes qui sont mis en place.
Il y a des collectivités territoriales qui sont riches, il y a d'autres par contre qui malheureusement n'ont pas la ressource nécessaire pour pouvoir mobiliser les recettes comme il faut. Avec le Covid-19, il y a une réorientation budgétaire qui a été annoncée par certaines collectivités locales. Est-ce que le budget ne permettrait pas de supporter certaines dépenses pour au moins permettre de financer la lutte contre cette épidémie? Je crois que sur ça, j'avais même produit un article sur collectivité territoriale et riposte contre la Covid-19. Quelle procédure, quelle responsabilité. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la pandémie est arrivée de façon brusque. Les collectivités territoriales n'étaient pas préparées. Donc ça veut dire qu'elles n'avaient pas prévu les recettes et les dépenses nécessaires, en effet, les crédits nécessaires pour répondre à celle-ci, à cette pandémie-là. Maintenant, la survenance de la pandémie également a rendu sans objet un certain nombre de dépenses. On ne peut pas être là à lutter contre la pandémie et penser peut-être au e-sport, penser à la culture, penser à autre. D'autant plus que beaucoup de dépenses, beaucoup d'activités du moins, ont été gelées. Les missions ont été gelées. Le sport a été gelé. Certaines manifestations culturelles ont été gelées. Certaines manifestations publiques, cérémonies publiques comme 4 avril et autres, la fête de l'indépendance ont été gelées. Et donc c'était nécessaire que les collectivités territoriales puissent réorienter tous les crédits qui étaient prévus pour subvenir à ces dépenses-là, pour les réorienter vers des dépenses qui étaient devenues quand même des dépenses prioritaires, à savoir l'achat de gel l'achat de nourriture, de denrées pour les populations, la sensibilisation, l'appui au secteur de la santé, notamment en termes d'achat de gants, de détergents, ainsi de suite. Donc, est-ce que les collectivités territoriales étaient en mesure de répondre efficacement par leur budget et de par leurs moyens aux dépenses que nécessitait la pandémie? Je ne dirais pas oui. Mais est-ce qu'elle avait la possibilité de réorienter des crédits vers cette lutte-là? Je dis oui. C'était tout à fait possible et beaucoup de collectivités territoriales l'ont quand même exploré, et c'est bien heureux que le président de la République, par ordonnance, également ait allégé le dispositif qui permet de réaménager les budgets, parce que c'est très lourd. Il faut convoquer les conseils 15 jours avant, il faut tenir une réunion, il faut transférer le dossier au représentant de l'État qui l'approuve, et celui-ci a 30 jours pour approuver. Tout ça a été réaménagé. Au lieu de la réunion du conseil, compte tenu du fait que les rassemblements ont été interdits, c'est le bureau du conseil, le bureau de la collectivité territoriale, le bureau municipal ou le bureau départemental qui siège, qui fait les réaménagements, et le représentant de l'État a 72 heures pour approuver. Donc il y avait une procédure de célérité qui a été mise en place suivant ordonnance du président pour pouvoir réorienter ces crédits. Justement, nous avons vu des municipalités annoncer d'importants fonds de solidarité pour les populations, leurs communes. Comment se fait cette réorientation budgétaire dans les communes et quelle est l'appréciation de l'agent comptable face à ce choix? Non, en fait, c'est moins l'annonce des montants, vous savez, hein. Le budget c'est des crédits, le budget c'est des prévisions, c'est des inscriptions prévisionnelles. Exact. Moi je peux prendre mon budget, inscrire un montant assez important, même si de ce point de vue également, le représentant de l'État, c'est-à-dire le préfet ou le sous-préfet, suivant les zones où on se trouve, a un pouvoir quand même d'appréciation et de vérification de la sincérité des inscriptions budgétaires. Donc, la réorientation se fait suivant ce qu'on appelle un virement de crédit. C'est-à-dire, des crédits ont été inscrits. Ces crédits-là ne sont plus nécessaires parce que les dépenses sont devenues sans objet. Oui. On fait une réunion du conseil municipal ou du bureau du conseil municipal, si c'est dans le cadre du Covid, et on prélève de ces crédits-là ou on annule ces inscriptions-là pour les affecter sur de nouveaux crédits qui sont destinés à la lutte contre la pandémie. Quel est le rôle de l'agent comptable? L'agent comptable, le receveur municipal, il est lié. Il est lié par la décision du conseil municipal. Parce que le conseil municipal est l'instance souveraine de décision budgétaire. Le maire et le receveur municipal sont des exécutants. Ce sont des exécutants, c'est des agents d'exécution du budget. Donc, la décision d'affecter ou de ne pas affecter, de prélever et de renforcer appartient à l'assemblée délibérante qui est le conseil municipal ou le conseil départemental. Donc, une fois que le conseil départemental ou le conseil municipal juge
nécessaire de réaffecter des crédits d'un chapitre à un autre ou d'un service à un autre ou d'un compte à un autre. Une fois que la procédure est respectée, le vote est effectif, le représentant de l'État a approuvé. Dans ce cas, le receveur municipal et le maire, qui sont des agents d'exécution du budget, sont liés et ils ont l'obligation d'exécuter. Entre le vote d'un budget municipal, son exécution et le rôle de l'ordonnateur, souvent il y a énormément de réglementations en vigueur. Est-ce que les élus locaux, les maires notamment, ne doivent pas être sérieusement bien formés et les préparer à une telle tâche? Parce que souvent nous rencontrons des problèmes. Oui, non, je crois que la formation, elle est contenue. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, les finances locales, la décentralisation est un domaine qui n'est pas totalement maîtrisé par tous les acteurs. Donc la formation, elle doit être contenue. Il doit être une formation continue. Mais heureusement, je crois de plus en plus, on a des maires qui ont un certain niveau d'instruction, qui fait que dans la mise en œuvre, vraiment, ils ont beaucoup de prérequis. Beaucoup d'aptitudes à pouvoir comprendre rapidement les choses. Donc, c'est des procédures, c'est des règles, c'est des textes. Le Code général des collectivités territoriales, le décret 66-519 relatif aux finances des collectivités territoriales. Donc, il y a un ensemble de textes et de procédures. Il suffit juste de les accompagner pour qu'elles puissent efficacement exécuter correctement les dépenses et les recettes des collectivités territoriales. Quelle est la relation financière qui existe entre l'État et les collectivités territoriales? La relation financière qui existe entre les collectivités territoriales et l'État relève du caractère unitaire même de l'État. L'État est un et indivisible. Toutes les autres structures dérivent de l'État. Que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit les établissements publics, que ce soit les agences ou que ce soit les structures assimilées. Il n'y a pas entité publique supérieure à l'État. Tout est État. L'État au sens strict du terme, qui désigne l'administration centrale et l'administration déconcentrée, mais il y a également l'État de façon générale, au sens large du terme, qui englobe toutes les structures qui ont une mission de service public. Que ce soit les établissements publics, que ce soit les agents, que ce soit les collectivités territoriales. De ce point de vue, les collectivités territoriales sont intimement liées à l'État, du point de vue même organique. Maintenant, à côté de ça, il y a les finances. Mais les finances également, c'est les finances publiques de façon générale. Et les liens entre les collectivités territoriales et l'État se matérialisent à travers ce qu'on appelle l'unité de trésorerie ou l'unité de caisse. Ça veut dire que l'ensemble des ressources, que ce soit les ressources de l'État, que ce soit les ressources des établissements publics, que ce soit les ressources des collectivités territoriales, sont censées être dans une même caisse, qui est la caisse publique, sur lesquelles on recueille toutes les recettes, mais également on exécute toutes les dépenses. Donc, c'est ce lien unique qu'on appelle unicité de caisse qui fait qu'aujourd'hui, l'État et les collectivités territoriales ont un lien du point de vue des finances. Et c'est ça qui fait qu'également, ce sont des agents publics qui exécutent les opérations des collectivités territoriales. Aujourd'hui, le receveur municipal, c'est un agent du Trésor. Effectivement. Nommé par le ministre des Finances, qui exécute les opérations à la fois de l'État et des collectivités territoriales. Et parfois, uniquement les opérations des collectivités territoriales, mais il reste un agent de l'État. Et ça, c'est la manifestation de l'unicité de caisse. Et qui oblige également les collectivités territoriales à déposer toute leur trésorerie. Sauf dérogation du ministère des Finances, toute leur trésorerie doit être déposée au niveau de la caisse du Trésor. Sauf maintenant dérogation du ministère des Finances qui peut exceptionnellement autoriser que des ressources d'une collectivité territoriale pour des besoins bien déterminés ne soient pas versées ou ne soient pas déposées au niveau de la caisse du Trésor. Parfois, nous voyons que les relations politiques peuvent avoir des conséquences sur les relations les relations entre l'État et les collectivités territoriales. Est-ce que ces activités politiques, souvent les considérations politiques, ne détériorent-elles pas ces relations? Je crois que c'est possible, c'est possible, parce que également l'État est incarné par des personnes politiques, les collectivités territoriales également sont dirigées généralement par des personnalités également politiques. Si les deux personnalités sont dans le même camp, ça ne pose pas de problème. Souvent, oui. Mais s'ils sont de camps différents, là, ça peut poser des problèmes. Ça peut poser des problèmes en termes de management
de ces entités-là, mais pas en termes de textes, parce que les textes sont clairs. Les attributions des uns et des autres sont déterminées. Maintenant, en termes de collaboration, ça peut poser problème. D'autant plus que vous l'avez dit, les collectivités territoriales n'ont pas beaucoup de moyens et ils attendent beaucoup de l'État. Et on a tendance, lorsque les managers de ces collectivités territoriales ne sont pas du même bord peut-être que du niveau central, quand même, les appuis qui peuvent être apportés à ces collectivités territoriales, l'accompagnement qui peut être apporté à ces collectivités territoriales peut faire défaut. Je dis peu, parce que ça ne doit pas être le cas. Effectivement. Parce que la mission publique, la mission de service public, la satisfaction des attentes des populations doit transcender les appartenances politiques et partisanes. Effectivement. Mais ça, dans la pratique, ça peut arriver. Je ne vous cache pas, dans le cas de la caisse d'avance de Dakar, des gens ont évoqué quand même des... Effectivement. Voilà, des relations assez tendues entre le pouvoir et peut-être le candidat, le maire Khalifa Sall. C'est des opinions. Mais je considère qu'en bonne gouvernance, ça ne doit pas être le cas parce que les textes définissent les compétences et les attributions de tout un chacun. Mais l'État également a la compétence de légiférer et de réglementer. Prendre un texte de loi ou un règlement peut quand même impacter négativement sur une collectivité territoriale. Et ça, je crois que l'État a ce pouvoir-là. Et il peut être amené des fois à prendre des décisions qui impactent négativement sur la gouvernance d'une collectivité territoriale. Avec l'acte 3 de la décentralisation, nous avons vu une certaine facilitation aux collectivités territoriales de pouvoir nouer des partenariats publics-privés. Est-ce que ces partenariats publics-privés ne peut pas leur permettre de pouvoir combler leurs gaps financiers? Vous soulevez une question très, très intéressante et même très contemporaine. Au-delà de l'acte 3, au-delà de la Covid, le partenariat public-privé avec les collectivités territoriales me semble aujourd'hui une source très importante de développement des collectivités territoriales. Pourquoi? Je m'explique. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Ndingler. Ouais. Ce problème-là pouvait être évité. Pouvait être évité comment? Il nous faut un cadre de partenariat public-privé qui ne soit pas le cadre de partenariat privé de l'État de façon globale, mais qui serait spécifique aux collectivités territoriales. Aujourd'hui, les opérateurs, les opérateurs économiques, l'agrobusiness qui intervient au niveau des collectivités territoriales, ils ont besoin de terre pour s'implanter. Ils ont besoin de terre pour exercer leur exploitation. Pourtant, ces terres-là, c'est vrai, c'est le domaine national. Mais il y a des gens qui ont quand même l'usufruit. Ce sont des usufruitiers, même s'ils n'ont pas le droit de propriété. En effet. Ceux qui cultivent, ceux qui exploitent là-bas, ils ont besoin de ces terres-là pour survivre. Effectivement. Moi, je considère que l'État doit prendre les dispositions nécessaires de manière à ce que tout opérateur qui s'installe aujourd'hui dans une zone où la collectivité territoriale apporte la terre sous forme de délibération, parce que c'est un apport en nature. Effectivement. Que ces collectivités territoriales puissent avoir un pourcentage sur le capital. Que les populations également qui s'organisent en association et en GIE puissent avoir également un pourcentage dans le capital. Imaginez aujourd'hui si on disait que sur le cas de Sedima, 60% appartient à Sedima, et les 40%, 25% à la commune et 15% à la population. Donc les populations allaient se sentir concernées. Effectivement. Parce que c'est notre bien. Effectivement. Et ça pourrait quand même, avec un peu de sensibilisation, permettre à ces populations-là d'accepter ce projet. L'acceptabilité du projet pouvait être obtenue à travers cette stratégie-là. Et autre chose, mais ça permet à ces populations-là de pouvoir avoir des revenus. Parce que les dividendes seront partagés. Oui. Et ça permettrait également à la commune d'avoir des revenus additionnels. Parce qu'à la fin de l'exploit, à la fin de l'année financière, si on répartit le dividende, mais la commune va capter des ressources. Effectivement. Et elle va toujours considérer que ce bien-là, c'est mon bien. Et cette expérience-là a été commencée à Malicounda, avec le partenariat public pour l'acquis d'énergie solaire, où la commune de Malicounda détient 10%.
du capital. Donc je crois que c'est une approche et je suis en train de réfléchir sur ces partenariats-là pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de proposer en termes de... Mais Moussa Ndiaye, ça c'est une très très belle idée, mais nous avons vu, c'est ma dernière question, me signale Senghane d'ailleurs, nous avons vu dans ce sens-là que, bon, peut-être qu'il n'y a pas de texte mais souvent il y a des textes d'ailleurs, que des entreprises qui s'implantent dans des collectivités territoriales ont la responsabilité sociétale d'entreprise et qu'en réalité, ils ne respectent pas en fait ces engagements. Ça mais aussi, ça... Mais est-ce qu'on peut parler d'obligation de respect? Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que c'est que la responsabilité sociétale d'entreprise avant tout? Parce que une obligation qui se respecte, c'est une obligation qui est quantifiée, qui est encadrée. Aujourd'hui, je suis une société, je prends par exemple Dangote qui est là, Kiren qui est là, peut-être une société Ciment du Sahel, je dirais peut-être une autre Gécamine qui extrait les minerais, peut-être Sodevit qui est... Mais qu'est-ce qui est prévu? La société vient, il construit une case de santé, construit 2 salles de classe, peut-être octroie quelques des denrées pour les populations, et c'est terminé. Non, la responsabilité sociétale d'entreprise doit être encadrée, quantifiée, de manière à ce que les populations puissent avoir leur mot à dire. Vous faites un capital de temps, vous faites un bénéfice de temps, tant de pourcentage va à la responsabilité d'entreprise. Vous avez fait un bénéfice de 10 milliards. 10%, ça veut dire 1 milliard va aller à la responsabilité sociétale d'entreprise et il appartiendra aux populations et aux collectivités locales concernées de définir des projets et des micro-projets à financer. Voilà, ça c'est encadré. Mais il n'y a pas, cette responsabilité d'entreprise n'est pas encadrée au Sénégal. Ce qui fait que les entreprises également l'exercent et l'exécutent suivant leur bon vouloir. La Sonatel qui vient, qui achète des ambulances, c'est la société telle société qui construit une mosquée, c'est la responsable société d'entreprise. L'autre qui achète du lait pour les enfants à l'école, c'est la responsable société d'entreprise. Il faut véritablement qu'on soit plus agressif par rapport à ça, qu'on puisse définir un cadre, des schémas, des modalités qui permettent quand même de pouvoir dire que telle entreprise est assujettie à telle obligation. Telle entreprise doit faire ça en termes de quantité et de qualité. Si on arrive à ça, je crois qu'on aura réussi. Mais tant que ce schéma classique qui est déroulé, on ne pourra pas véritablement voir les impacts positifs de la responsabilité sociétale d'entreprise. C'est un expert, une voix autorisée dans les finances publiques et la comptabilité. M. Cheikh Ndiaye, nous sommes honorés d'avoir partagé ce plateau avec vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Madame, Monsieur, chers internautes, merci d'avoir suivi cette émission. À la prochaine.